Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel, Latraverse. Emmanuel, il reste toujours ces tensions autour du tramway. Le tramway est mort, mais ces tensions ne le sont pas nécessairement. Eh mon Dieu, il y avait une conférence de presse ce matin à Québec autour du prolongement de la promenade Champlain. Donc, on lance une étude pour la 4e phase, etc. Et là, le maire Marchand était assis à côté du ministre responsable de la région de la capitale, le ministre de l'Infrastructure, Jonathan Julien. Ouh! Il y avait un fret? Un fret, tu dis? C'est plutôt comme un igloo par-dessus les deux. Parce qu'on s'entend que dans ce que le gouvernement a annoncé, alors, on prend le projet du tramway, on le pèle à la caisse, puis on leur demande de regarder ça, puis de nous revenir dans 6 mois pour un projet structurant pour la Ville de Québec, mais ça peut inclure la Rive-Sud, donc il faut que ça connecte avec un nouveau 3e. Ça demeure, moi, j'ai pas encore compris. OK? Peut-être que toi, tu es plus éclairé que moi, là, mais c'est pas clair en même temps. Puis, Moi, je pense qu'il y a d'intérêt. Moi, je sais c'est quoi le mandat là, que la Caisse de dépôt a eu. Le mandat est vraiment facile. Il disait sur une phrase, réglez-nous le problème du transport à Québec. Là. On n'arrive pas, nous. Essayez donc, vous autres, parce qu'il n'y a personne qui est capable ici. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que, tu sais, dans les 66 000 études qui ont été faites sur la pertinence du tramway, etc., un des auteurs de l'étude cruciale qui confirme que le tramway est nécessaire, que c'est la meilleure solution, que c'est ça que ça prend, c'est pas un métro, c'est pas un SRB, c'est pas rien, c'est un tramway. Il travaille où maintenant, lui? À la Caisse de dépôt et de placement. À la caisse. Alors, la question est posée à M. Julien. Vous faites quoi si dans 6 mois, la Caisse vous revient puis vous dit, ça prend un tramway, allez-vous redonner le projet à la Ville de Québec? Tu sais, vous lui avez enlevé, vous allez le redonner. Et là, M. Julien se dépatouille, il dit, vous savez, c'est long, 6 mois, les choses ont changé depuis 2020, on passera le pont qu'on sera rendu à la rivière, etc. Puis là, le journaliste demande à M. Marchand, il dit, vous, voudriez-vous avoir le projet du tramway? Et là, il y a un silence. Et M. Marchand dit, posez la question au ministre, moi, c'est plus mon projet. Ouf! Et là, on repose la question sous 200 façons tout au long de la conférence de presse. Et la réponse systématique de M. Marchand est à chaque fois, dorénavant, que vous me poserez des questions sur le tramway, je ne répondrai pas. Je vais vous référer au ministre Julien, à la ministre Guilbeault, au gouvernement du Québec. Maintenant, c'est eux qui portent le ballon. Mais c'est de bonne guerre en même temps. Ben oui, mais moi, je veux dire, je comprends que le maire Marchand soit déçu. Certains disent heurté. Certains disent humilié. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'humiliation là-dedans. La réalité, c'est que c'était pas son projet. Il était pas si chaud à l'idée du projet quand il est arrivé à la mairie. Il a surfé un peu là-dessus lui aussi. Là, il faut le mener à bien. Il fait son rôle de maire. Le gouvernement veut pas. Il dit, écoutez, il n'y a rien que je peux faire, mais en bout de ligne, là, si la Ville de Québec sort perdante, les citoyens de Québec sortent perdants parce qu'on repousse encore au calendrier grec. On a gaspillé 500 millions de dollars. C'est Gabriel Nadeau-Dubois hier qui dit, prenez le centre Vidéotron, le jour de son inauguration, mettez le feu. Parce qu'il a coûté 400 millions le centre Vidéotron à Québec. Fait que c'est un peu la même chose. Mais en bout de ligne, politiquement, pour le maire Marchand, là, il est libéré, là. Ben, il y a un fardeau de moins sur ses épaules. Là. C'est pas lui qui a déplugué le projet. Puis en plus, le projet va pas se faire. Fait que ça va pas être un référendum sur le tramway la prochaine élection. Lui, il peut se présenter devant les électeurs puis dire, écoutez, j'ai tout fait ce qui était humainement possible pour le sauver, ce projet-là. Je peux pas inventer l'argent. Ça pose la question, il fait quoi avec le reste de son mandat? Mais moi, si j'étais lui, là, j'en ai une suggestion pour lui. Il lance un grand chantier pour revoir toutes les règles de zonage à Québec. Le logement. Puis pour lancer une offensive construction. La ville qui construit, Québec. La ville qui construit. De quoi les gens ont besoin? Du logement. C'est quoi la priorité?
c'est le logement. Puis là, le gouvernement, M. Trudeau et M. Legault étaient ensemble hier en train d'annoncer l'enveloppe de 1,8 milliard pour la construction de logements abordables. OK. Show me the money. Alors, il y en a un projet qui touche le monde, là. Logement. Québec pourrait passer de son slogan « l'accent d'Amérique » à la grue d'Amérique. Regarde, un conseil marketing pro bono. Oui, mais en tout cas, ça serait bien. Mais ceci étant dit, sur la question du logement, moi, il y a un truc qu'on m'a pas expliqué quand même. C'est que au fédéral, les provinces sont absolument hérissées contre le gouvernement fédéral parce que Ottawa négocie directement avec les villes, saute par-dessus les provinces, puis négocie directement avec les villes leurs subventions pour construire. Sauf au Québec parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Sauf que le but de ce fonds-là, c'est d'inciter les villes à faire le ménage dans leurs règles de construction, de zonage, etc., pour pas que ça prenne 6 ans faire approuver la construction d'un 4 logis, comme on a vu récemment dans la grande région de Montréal. Donc, morale de l'histoire, tu es une ville, tu simplifies ton zonage, tchic, tu as un chèque. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Du côté, mais il y a le même problème au Québec. Là, Madame Duranceau, Madame Laforêt nous dit que c'est dans leur projet de loi, des incitatifs, etc., mais c'est moins clair. L'espèce de chantier grand ménage qui doit s'opérer à ce chapitre-là là, dans les municipalités au Québec, parce que les villes ne seront pas forcées de le faire parce que ça passe par Québec maintenant. Alors, je suis assez curieuse, mais on verra. Je me pose la question, on voit aussi une Danielle Smith en Alberta qui dit, vous savez quoi, nous aussi, on va faire la loi comme au Québec, là, vous n'allez plus pouvoir venir parler à nos municipalités puis à nos villes en nous passant par-dessus la tête, là. Vous allez devoir parler avec nous puis nous envoyer l'argent à nous. Est-ce que le Québec est une source d'inspiration pour les autres premiers ministres qui en veulent à Justin Trudeau et à son gouvernement centralisateur? Il l'est à plus d'un égard. Rappelle-toi, quand il y a eu tout le débat autour de la clause dérogatoire utilisée préventivement au Québec pour la loi sur la laïcité puis la loi sur la protection de la langue française, Doug Ford a eu la brillante idée d'interdire le droit de grève aux enseignants et d'utiliser la clause dérogatoire. Bon, il y a une levée de bouclier, c'est un peu radical. Il s'est ravisé. Mais en Saskatchewan, on est en train d'adopter un projet de loi pour justement encadrer toute la question de l'identité de genre dans les écoles, qu'on soit obligé d'informer les parents quand les élèves veulent changer de pronom. Il va utiliser la clause dérogatoire. Donc déjà, Québec sert de ça. Puis moi, je te dis, c'était en début de semaine qu'il y avait une conférence de tous les premiers ministres. M. Legault était le seul qui n'était pas là. Ils ont été unanimes à dire qu'ils voulaient s'inspirer de Québec sur ce front-là, parce que on dit le gouvernement centralisateur de Justin Trudeau, objectivement, ça fait très longtemps que ça dure, cette approche-là de transiger directement avec les villes remonte à Paul Martin à l'époque où il était premier ministre, et que face au dilemme de financement des villes, quand les coffres de l'État débordaient d'argent parce que les surplus étaient trop gros, il était le premier à avoir dit, savez-vous, je vais transférer un point de TPS aux villes pour aider à financer les municipalités. Et c'est à ce moment-là que Québec avait dit non. Donc, il y a un doigt dans l'engrenage qui a été mis au Canada anglais depuis très, très, très longtemps. Et donc, est-ce que là, les provinces canadiennes anglaises vont se trouver une épine dorsale pour faire respecter la Constitution? Peut-être. Mais à part Mme Smith qui fait de la bonne politique avec ça, je les vois pas très pressés de le faire parce que ça fait partie des deux solitudes au Canada où quand on habite au Québec, son gouvernement, c'est Québec. Mais quand on habite au Canada anglais, en vérité, son gouvernement, c'est celui d'Ottawa. Mais il faut dire qu'en Alberta, les enjeux sont plus grands et qu'on va utiliser ça pour établir un rapport de force avec le fédéral, notamment dans la réforme des pensions. Finalement, ils veulent avoir un régime de pension provincial un peu comme on l'a ici, puis ils veulent s'inspirer aussi du Québec, puis ils sont chicanes avec le fédéral là-dessus. Peut-être qu'on est plus inspirant qu'on pensait. Peut-être que les deux solitudes, finalement, Emmanuel, c'est les provinces et le fédéral.
Ah, peut-être. Mais le Québec et l'Alberta, peut-être, hein? Mais l'Alberta s'est toujours inspiré du Québec pour ses tendances autonomistes, c'est sûr. Mais tu sais, sur la question du régime de pension du Canada, je pense qu'on est loin du jour Ouais. où l'Alberta va emboîter le pas au Québec pour une foule de raisons. Ça fait partie aussi des grandes tactiques de Mme Smith pour Ouais. faire de la politique. Et c'est pas demain la veille où l'Alberta va s'inspirer des tendances environnementalistes du Québec non plus. Ou non. Non. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir, on se parle lundi. Au revoir.